Salut Laurent, Salut. tu es commercial donc au sein de la concession Triomphe Montlhéry, mais tu es aussi youtubeur on va dire, puisque tu gères la chaîne Passion Ride. Explique-nous un peu cette chaîne, à quoi elle vous sert. Bah, je suis youtubeur malgré moi, hein. C'était une idée que j'ai apportée à la concession pour faire des prises en main à la base, c'est-à-dire des explications quand on livre les motos neuves. Donc je faisais pas du tout ce métier-là à la base, moi j'étais au service après-vente, mais en gros pour aider les commerciaux je faisais des prises en main, donc j'expliquais le fonctionnement des motos avec toute la technologie qui va dessus. Et par la suite quand je suis passé au commerce en 2022, enfin fin 2021, début 2022, j'ai commencé à me faire des tests vidéo YouTube, donc comme le fait certains youtubeurs très très connus, hein. Et voilà, donc je me suis spécialisé là-dedans et c'est vraiment orienté Triomphe, hein, donc on retrouvera que des choses de chez Triomphe en tout cas. Donc a priori tu es un expert Triomphe, comme il y en a peu dans le monde. Non mais blague à part, tu connais très très bien la gamme, puisque tu la vends depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, mettons, des roadsters? Par exemple la Speed Triple, elle a beaucoup évolué ces dernières années. C'est vrai qu'elle s'est de plus en plus affûtée et maintenant elle taille un peu les croupières au Street Fighter, au Super Duke. C'est le genre de clientèle que vous arrivez à dégoter chez les concurrents, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Bah, depuis 2021, elle a changé quand même, elle a pris 130 chevaux en plus, elle faisait 150, elle est passée à 180, elle a perdu 10 kilos, donc maintenant elle fait 198 kilos tout plein fait. Donc oui, on va taper dans les catégories hyper roadster, donc on arrive à choper de la KTM 1290 effectivement. Alors avec un petit peu moins de rugosité, on va dire, ça reste un 3 cylindres, donc c'est de la puissance et du couple qui sont vachement plus lissés sur une plage d'utilisation plus longue. Et c'est vrai qu'on retrouve des gens qui cherchent des sensations assez bluffantes parce que ça reste des motos qui font tout bien, sauf qu'elles n'ont pas des guidons bracelets, mais c'est comme des sportifs pour moi, mais avec des guidons larges, quoi. Donc ouais, on tape vraiment dans ce genre de clientèle effectivement qui recherche de la performance et qui n'ont pas peur, voilà, d'avoir des grosses motos du quotidien parce qu'ils cherchent du couple aussi, parce qu'il y a quand même 125 newtons. On se rend pas bien compte, mais il n'est pas bien perché très haut de ce couple, et forcément quand on tourne la poignée on a toujours cet effet waouh, et la moto, quand on a les assistances, on a quand même un truc qui est assez péchu et qui fait plaisir à rouler, quoi. En 2023, il y a un autre sort qui a évolué, enfin une autre série, on va dire, c'est la Street Triple 765. Chez Motonet, on va être franc, hein, on a toujours adoré cette moto. À la rigueur, on se demandait presque, est-ce que ça servait à quelque chose de la rénover et de relancer un nouveau modèle pour cette année? Moi aussi je me suis dit pourquoi une nouveauté, mais en fait ouais, le design a quand même un petit peu évolué, comme le Speed en fait on l'a retrouvé avec cette optique un peu taillée à la serpe devant sans la tête de fourche là, donc forcément on avait une identité visuelle qui correspondait plus avec le Speed. Donc au niveau de la motorisation, c'est vrai qu'ils ont amélioré pas mal de choses. Alors, tous les éléments en interne, je ne saurais pas les citer, mais effectivement 130 chevaux au lieu de 123, 80 newtons au lieu de 79, donc ça c'est anecdotique. Et surtout les ratios de boîte de vitesse qui ont été vachement raccourcis, donc on a une moto qui est beaucoup plus vive en fait, et on se demande comment c'est possible de gagner autant de ressenti moteur et de sensations de pilotage en fait. Voilà. Bon, la partie SIG n'a pas trop évolué, juste le Brembo Stylema et un freinage couplé. Mais franchement, quand on remonte dessus, on se dit mais c'est une phase 3 finalement par rapport au moteur 765 de 2017. Et franchement, il y a 3 motos à chaque fois. Il y a vraiment la 2017, la 2020 et la 2023. Et pourtant, c'est la même, quoi. C'est la même fondamentalement. Mais c'est 3 motos en une pour moi. Et tu parles du moteur, c'est intéressant parce que en fait, Triomphe est fournisseur exclusif du championnat Moto 2. Ouais. Est-ce que c'est une donnée qui est importante vis-à-vis des clients? Est-ce qu'ils viennent vous voir parce qu'ils ont vu la moto tourner au Mans par exemple, ou qu'ils l'ont entendue et que ça leur a donné envie? Ou est-ce que finalement c'est un détail qui n'est pas très souvent ressorti, quoi? Pour moi, c'est un vrai détail qui change parce qu'on a fait des séries limitées Moto 2 aussi. Donc il y a eu la Daytona, il y a eu la Street cette année. Et en fait, il y a un mélange des deux. Il y a le côté, effectivement, quand on regarde la MotoGP, on regarde aussi les séries qui sont avant. On a les Moto 3, les Moto 2. Donc la Moto 2, franchement, quand on entend le bruit du 3 cylindres, bon, c'est en échappement libre, donc c'est pas pareil que sur les versions homologuées, mais on entend ce 3 cylindres qui gueule, et effectivement c'est très typique. Voilà, on sait que c'est un 3 cylindres qui tourne. Plus les publicités, c'est vrai qu'on voit partout autour des circuits, le Moto 2 avec Triomphe en le logo noir. Franchement, on peut le remarquer. Et j'ai de la clientèle effectivement parce que c'est des clients qui sont orientés conduite sportive. Donc forcément, tout ce qui leur rajoute un côté moto de sport, le circuit, la piste, tout ça, forcément ils sont forcément attirés par ça, quoi. Donc le moteur, ils le savent pertinemment, pour ceux qui sont très portés sur la chose, c'est un moteur qui est issu de la Moto 2. Donc bien sûr avec plus de puissance et voilà, des pièces performance à l'intérieur, parce que je pense que ça ne dure pas 100 000 km voire 200 000 comme sur une moto de série forcément. Et au niveau moteur, il y a un petit moteur qui est sympa aussi, comme tout le 660 de la Trident. C'est un vrai carton cette moto-là. Ouais.
Le seul hic, entre guillemets, c'est que cette année, il y a une Hornet qui est arrivée et qui est assez piquante. Où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là? Est-ce que vous sentez que la clientèle bifurque un peu plus chez Honda que chez vous? On le sent honnêtement, on l'a senti au début parce qu'il y avait le prix de lancement qui a été un petit peu agressif, donc forcément on s'est tout de suite dit ouais, c'est vrai qu'une moto à 7 800 € et tout ça. Je l'ai moi-même testé cette moto, j'étais en immersion chez Triomphe France dans le sud de la France en début d'année. Il y a beaucoup de points positifs, ça je suis très clair, c'est vrai qu'elle est très très bien au niveau motorisation, tableau de bord qui est vraiment très moderne. Par contre après au niveau finition, c'est vrai que c'est tellement en deçà de chez Triumph que forcément pour les gens qui sont très pointilleux et qui recherchent de la qualité de finition, c'est vrai que voir des gens où il s'écrit Made in China, ça fait quand même cheap, je suis désolé mais voilà, faut dire ce qu'il y a. Puis la gueule de la moto pour moi c'est un CB500, donc c'est pas valorisant. Franchement quand je vois la gueule qu'elle a, la moto elle est très jolie mais elle aurait pas dû s'appeler Hornet pour moi, elle aurait dû s'appeler CB750 et voilà, c'est le seul truc que je puisse lui reprocher parce que le moteur est super bien, tout ce qui est cartographie moteur, gestion du frein moteur et tout ça c'est super. Et donc du coup la Trident c'est vrai qu'on l'a ressenti au niveau de la vente parce qu'elle paraissait plus vieillotte, elle gardait son côté look, finition, 3 cylindres mais c'est vrai qu'elle s'est pris une petite claque derrière la tête. Après c'est vrai que les gens testent aussi, ils se disent finalement ils préfèrent la Trident pour le côté que le moteur est plus élastique aussi parce que ça reste un 3 cylindres donc voilà. Puis le moteur est vachement plus rageux aussi quand il est débridé, donc même s'il est moins puissant sur le papier, je trouve que le 3 cylindres est beaucoup plus rigolo que le bicylindre parce qu'il s'essouffle beaucoup moins vite. Et pour clore le chapitre un peu des rosters et des moteurs, il y a le triple 2,5 litres de la Rocket 3. Celle-ci, pour le coup, elle est un peu plus seule sur sa niche. Est-ce que vous en vendez beaucoup? Est-ce que vous piquez des parts de marché au Harley et à tous ces constructeurs de gros twins? Oui, bien sûr. J'en ai samedi dernier, pour revenir sur une expérience, je l'ai vendu à quelqu'un qui a un Fat Bob de chez Harley. Donc, pas tout à fait pareil, mais bon. Et dans la catégorie Power Cruiser, de toute façon, c'est soit la Ducati Diavel en V4 maintenant, ou celle-ci. Et effectivement, de toute façon, quand on essaye les deux, on se dit ouais, c'est les mêmes motos, c'est les mêmes trucs. Enfin bref, ça n'a rien à voir quand on essaye les deux. La Ducati, c'est hyper sport. Les Harley, c'est que du couple avec des grosses motorisations qui prennent pas beaucoup de tours. Donc là, c'est deux choses qui sont très différentes. Et en termes de vente, je suis assez surpris parce qu'au vu du prix de vente qui est quand même à minimum 25 000 €, jusqu'à 30 000 des fois avec les finitions et les accessoirisations, c'est vrai que j'en vends généralement une par mois. Ouais. Alors ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même 12 motos dans l'année qu'à titre perso j'en fais, et sur la concession d'en faire entre 20 une vingtaine je pense. Ouais. C'est quand même des gros chiffres, sachant que la moto elle est quand même vieille entre guillemets, elle est sortie fin 2019 donc pendant le Covid, donc non, franchement je trouve que c'est super bien quoi. C'est une moto à part de toute façon, elle a pas, pour moi elle est à part, elle s'appelle Rocket 3, elle a une catégorie à part, elle devrait même pas être considérée comme une moto chez Triumph quoi. C'est vraiment la Rocket 3 et c'est son truc. Alors on change d'univers, il y a la famille des Tiger aussi, notamment la 660, la 850 Sport. Ouais. Ça, c'est des motos qui sont allées piquer des ventes au Sport GT qui finalement ont disparu chez les constructeurs, y compris chez Triumph. Il y avait des Sprint GT à une époque qui ont complètement disparu. Est-ce que les clients, eux, ont fait le saut volontairement? Est-ce qu'il y a toujours des fans de VFR, de ZZR, pourquoi pas? Comment se situent ces Tiger-là dans la gamme? Alors pour moi, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont toujours amoureux de ce genre de moto-là et finalement, ils s'y retrouvent pas. Parce que soit ils sont pas assez grands comme moi et donc du coup ils se retrouvent assez haut perché, donc du coup ils se disent purée j'aurais bien aimé une moto plus petite avec une position un peu plus basculée sur l'avant, et donc ouais ça ils font une migration un peu obligatoire, parce qu'ils n'ont pas le choix, de toute façon ça n'existe pas. Et sinon ouais il y a les vrais de vrais qui se sont convertis là pour le coup et qui retrouvent vraiment une moto qui a la même polyvalence finalement, la même protection, mais avec une position beaucoup plus droite, donc du coup beaucoup moins mal au dos parce que l'inconvénient de ce genre de moto c'est que on était un peu penché sur l'avant, au niveau des lombaires ça tirait un petit peu quand on avait une position un peu limite, et forcément il y a deux univers. Donc pour moi il y a toujours ceux qui sont un peu réfractaires et qui veulent garder leur moto jusqu'à la fin, donc les sports GT forcément, et sinon il y a ceux qui se sont convertis, qui l'ont très bien adopté parce que finalement c'est que du bénéfice pour la plupart d'entre eux quoi. Chez les Tigres, il y a la 900, ou plutôt les 900, il y a une gamme qui est assez large, il y a des GT, des rallyes. Est-ce que les clients arrivent à s'en sortir? Comment vous faites-vous en tant que commerciaux pour présenter la gamme et vraiment viser juste au niveau du client, de sa demande et de ses volontés quoi? Moi j'ai commencé par les Tiger 800 avec des versions qui étaient imbuvables, donc les XCX, les XCA, les XRT, les XRX, les trucs nuches. Franchement les gens ils se tiraient une balle avant d'arriver dans la concession, donc là pour le coup tant mieux. Mais en Triumph ils ont fait un truc un peu plus cohérent, donc GT pour la route, donc grand tourisme, et rallye pour le chemin, avec des jantes à rayon d'un côté pour la rallye et des jantes à bâton pour la routière. Après il y a juste une finition qui est plus importante ou pas en fonction des options qu'on veut dessus, c'est la version Pro. Donc voilà, on a la GT de base et la GT Pro, la Rallye et la Rallye Pro. Voilà, après principalement c'est très simple à expliquer je trouve à mon sens.
Donc voilà. Donc non, franchement c'est une simplification de la gamme à mon sens en tout cas. Je trouve que c'est beaucoup plus simple en tant que commercial d'expliquer une gamme actuelle que la gamme qu'il y avait il y a 3-4 ans en arrière où c'était vraiment imbuvable et il fallait un doliprane à chaque fois qu'on expliquait quelque chose à quelqu'un. Parce que voilà. Chez les Tiger, enfin, il y a aussi la 1200 qui a bien évolué. Elle s'est affûtée largement par rapport au modèle précédent. Le modèle précédent, c'était quasiment devenu une routière. Elle remplaçait un peu la Trophy. Alors, tu n'étais peut-être pas chez Triumph à l'époque, mais c'était une période un peu creuse, on a envie de dire, où Triumph copiait beaucoup ce que faisait BMW. Ils avaient essayé de sortir une RT, de copier la GS, mais version vraiment costaud. Là, la Tiger 12, elle se veut plus polyvalente, plus facile, mais très performante aussi, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Ils ont réussi à refaire, pour moi, ils ont réussi à refaire un élément, une Tiger 1200 GT Pro, qui est une version pour moi qui reprend les éléments d'une Tiger 1050 de l'époque, qui était avec une roue de 17. Bon, là c'est du 19, mais on retrouve vraiment un comportement très vif, des changements d'angle hyper rapides et un poids qui est très contenu, parce que 245 kg de tout plein fait, ça va, ça reste super facile à manipuler, je trouve. Et c'est vrai que les 25 kg qu'ils ont perdu sur l'ensemble de toutes les gammes, c'est juste un truc de dingue, parce que l'autre, franchement, l'ancienne génération, c'était un tank. Et juste déjà en les poussant à l'arrêt et tout ça, c'était très compliqué. Et je trouve qu'effectivement, maintenant, Triumph, ils arrêtent de copier ce que fait BMW, parce que bon, la RT et la Trophy, c'était vraiment copier-coller. Il y avait juste le logo qui changeait quasiment, et la motorisation, bien sûr. Donc maintenant, voilà, ils se sont concentrés sur leurs produits à eux, des innovations technologiques aussi, avec les radars d'angle mort, voilà, le calage T-Plane qu'ils ont mis en avant sur la Tiger 900, qu'ils ont pris sur la 1200, avec beaucoup de couples à bas régime qui ressemblent à un bicylindre à bas régime et un 3 cylindres dans les tours. Donc oui, franchement, clairement, là, la Triumph, ils se sont vraiment focalisés sur l'avantage produit de chez eux et pas recopier ce qui se faisait bêtement à côté pour dire ça marche de l'autre côté, pourquoi on le fait pas de chez nous, en rajoutant la touche du 3 cylindres derrière, mais voilà. Donc c'est vraiment bénéfique, on le ressent sur les ventes, parce que on est loin de la GS, on ne sera, je pense, jamais à leur niveau en termes de volume de vente, mais c'est vrai qu'elle arrive à, quand les gens essayent la Tiger, en tout cas, ils se disent, franchement, c'est une moto qui est très polyvalente finalement, qui coche toutes les cases, qui fait comme 150 chevaux, il y a 130 Nm de couple. Et elle est super confortable en termes de suspension aussi, et les gens recherchent ça, voilà. Donc ils ont une moto hyper polyvalente, elle est attachante finalement, elle est bonne partout, moins bonne partout aussi, donc voilà, il n'y a pas de défaut particulier, on veut juste une moto qui fasse le travail demandé, donc pour ceux qui roulent tous les jours, pour ceux qui veulent aller faire du chemin un peu plus élaboré, qui veulent avoir des grosses autonomies avec les versions Explore, avec des réservoirs de 30 litres de contenance. Donc oui, là c'est vrai qu'on touche pas mal de gens, et même de la clientèle BMW qui viennent chez nous, directement, quoi. Bon, pour chercher ce produit-là finalement, pour éviter aussi les vols qu'il y a chez la concurrence. Ça c'est un gros fléau, on a beaucoup de gens qui se font voler les top cases, les tableaux de bord et tout ça, et les gens ne veulent pas retrouver, ne veulent pas se faire revoler, ni se faire résilier par l'assurance, quoi. Ça reste des petites choses comme ça, mais on le constate nous en tant que commerciaux au quotidien en tout cas. Ouais. Ce que je retiens aussi, c'était intéressant, c'est le fait que Triumph se soit regroupé sur son savoir-faire. Typiquement, les Modern Classic, c'est vrai qu'ils ont mis un gros coup de gaz dessus, notamment dernièrement avec la Speed Twin 1200, qui a été un vrai succès. Vous en avez vendu pas mal, non? Ouais, c'est vrai que depuis la phase 2, là, parce qu'elle est sortie en 2019 cette moto, mais il y a eu la phase 2 qui est sortie en août 2021. Dont j'avais testé sur ma chaîne YouTube aussi, petite pub. Non, bref, en fait, au niveau du train avant, c'est vrai que la Speed Twin, en fait, elle rejoint. Donc, en fait, c'est une base de Truxton finalement. Donc, c'est un châssis de Truxton quasiment, avec des suspensions un petit peu moins bonnes. Et en fait, elle se place entre une T120 qui est une moto typée confort, un peu pépère, qui est très lourde aussi, donc voilà, qui est une version routière, et la Truxton qui est vraiment une moto café racer, mais version sportive, on va dire, avec du haut de gamme. Surtout en termes de tarification, elle est placée très bas, on va dire à 14 000 €, ça reste beaucoup plus accessible que la Truxton qui est à 18 000 €. Donc ouais, la Speed Twin, ça s'est beaucoup vendu parce qu'en fait elle coche plein de cases, donc les gens qui veulent une moto qui est lookée moderne classique mais qui a une partie qui tient la route aussi. Donc quand même le freinage et la fourche avant sont quand même, la fourche Marzocchi, je trouve qu'elle est vraiment beaucoup mieux que la première phase. Et le freinage, le M50 devant de chez Brembo, il est vraiment à la hauteur de la puissance de la machine, quoi. Donc 100 chevaux pour 112 Newton, voilà. Donc c'est une moto qui est hyper vive, avec un angle de chasse assez fermé, une montre de pneumatique type sport. Donc franchement, dès qu'on monte dessus, moi j'appelle ça la petite catapulte, le roadster catapulte de la gamme classique, quoi. Donc elle est polyvalente en fait. Il lui manque juste le côté effectivement position un peu basculée de la Truxton, ou le côté confort effectivement de la selle, de la T120, les suspensions. Mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Je suis une moto qui sache à faire tout et à tout faire correctement en tout cas. Et tu le disais, elle n'a pas éclipsé non plus pour autant les Bonnie, les T100, les T120 qui continuent d'avoir un bon écho chez les motards français qui recherchent une moto, comme tu le disais, pépère pour se promener, pour se balader. Ouais, c'est ça exactement. En fait, on a vraiment trois catégories de personnes. On a les Truxton, c'est les amoureux du look.
La Speed Twin, c'est celle c'est le meilleur rapport prestation-prix de la gamme. Donc on a du look, parce qu'il y a quand même des garde-boue aluminium brossé et tout ça. Bon, bref, on a un rapport prestation-prix qui est super. Et la T120, effectivement, c'est des personnes qui sont un peu plus âgées. Il faut quand même être plus cohérent. Voilà, on a une typologie de clientèle qui sont cinquantenaires et qui veulent des motos qui sont juste là pour faire effectivement leur balade dominicale ou faire leur voyage un peu plus longuet. Comme ils font des road trips et tout ça, ils trouvent qu'il y a une capacité d'emport aussi un peu plus importante avec les sacoches, les 6 par derrière. Enfin voilà, on peut faire du duo, on peut emmener madame derrière, c'est plus facile sur la T120 que sur la Speed Twin en tout cas. Parce que la Speed Twin, c'est l'épaisseur de la selle, la longueur et tout ça, ça reste quand même plus tape-cul en règle générale, donc c'est moins accueillant pour les passagers en tout cas. Et on parle aussi du Bobber et de la Speedmaster. C'est vrai que c'est des motos qui ont été plutôt conçues pour le marché américain, on va dire, à l'origine. Est-ce qu'en France, elle a son petit succès aussi? Est-ce que vous en vendez, que ce soit ici à Montlhéry ou là-bas à Coignard? En fait, on en vend, mais très honnêtement, c'est reste des tout petits chiffres. Et ça s'adresse à des gens qui sont très spécialisés là-dedans, qui viennent de chez Harley principalement, qui ont un peu d'antécédents avec des modèles classiques comme ça. Donc oui, on en vend entre 5 et 10 par an, c'est pas énorme, hein. Voilà, c'est une petite quantité. Le Bobber, c'est vraiment pour le mec qui est solo, parce que c'est une moto solo et c'est un moto d'égoïste. On en vend plus depuis qu'il y a une capacité de réservoir plus importante, parce qu'avant le réservoir était de 9 litres, maintenant il est passé à 12. Ça peut faire 3 litres, c'est pas non plus une grosse diff, mais ça permet de gagner 80 km d'autonomie assez facilement. Et c'est vrai qu'on a ressenti un petit gain là-dessus. Après, on a la Speedmaster, des fois on n'en vend pas du tout pendant quelques mois. Et franchement, il n'y a personne qui y touche, et des fois on en vend 5 dans la semaine. C'est hyper bizarre, mais le marché il est comme ça en tout cas. Et le fait d'avoir les pieds en avant, effectivement, avec ce guidon centré, on a vraiment un cruiser, là, pas power cruiser comme la Rocket, mais un vrai cruiser. Et les gens apprécient particulièrement ce genre de machine, même quand ils ne font pas spécialement de duo. Donc j'ai tout type de clientèle, des jeunes et des moins jeunes qui achètent ça justement. Donc c'est vraiment la moto pépère. Bon, il y a juste la garde-sol qui est un peu limitée parce qu'on prend pas trop d'angle avec ce genre de machine. Ça frotte assez vite, mais ouais, franchement, à Coignard par contre ils en vendent beaucoup plus que chez nous. Ils ont une orientation moderne classique plus importante. Et comme c'est des clientèles qui sont vraiment dans le plaisir, eux ils sont plus orientés sur ce genre de machine effectivement. Donc il y a une grosse majorité des ventes à Coignard qui se font sur de la classique et avec une importance, une prédominance en tout cas sur les Bonneville Speedmaster et les Bobber effectivement qui sont plus vendus chez eux que chez nous en tout cas. On a noté, nous, Motonet, on surveille les IMAT mensuels au niveau français. Le Scrambler 1200, il n'a jamais véritablement décollé. Est-ce que vous ressentez qu'il y a eu un loupé à ce niveau-là? Ou est-ce que, quand même, le fait de l'avoir en vitrine, ça attire des gens et puis ça peut déboucher sur des ventes, sur des Scramblers plus petits, peut-être, plus accessibles? Pour moi, il y a deux choses à signaler, c'est la hauteur de selle déjà. Il y a quelque chose à prendre en compte parce que 87 cm de hauteur de selle par 870 mm sur un Scrambler XE, c'est quand même très haut. Enfin, franchement, si on ne fait pas 1m80 avec des jambes assez grandes, parce qu'on n'a pas tous la même dimension de buste et de jambes, franchement, ça reste quand même très très compliqué avec la ligne d'échappement sur le côté droit aussi qui empiète sur la largeur générale. Donc moi, avec mon 1m70, franchement, je monte dessus, mais c'est un cheval pour moi, c'est très compliqué. La XE, c'est toujours pareil, elle est plus demandée, mais pas forcément plus achetée au final. Donc effectivement, ça reste une moto ça reste un Scrambler effectivement, mais qui est très surélevé et qui s'adresse à des gens en fait qui vont, s'orienter sur le look finalement plus que sur l'utilité finale. C'est une moto qui a une vocation plus loisir et look plus qu'autre chose en fait. Donc c'est pas de l'utilitaire, c'est pas que de la classique non plus pure et dure. Donc il faut avoir plein de requis effectivement. Donc on le ressent au niveau des ventes effectivement, il faut remplir plusieurs cases. La taille, effectivement l'usage final, enfin voilà, il y a plein de trucs qui font que ça se vend moins. Il y a aussi le prix de vente aussi qui est assez conséquent quand même, on est autour des 17 000 € donc forcément on réfléchit à deux fois quand on fait ce genre de moto. Malgré qu'il y ait de la LOA et tout ça maintenant, ça reste des budgets un peu plus conséquents que la moyenne des Bonneville en classique quoi. Il y a un autre domaine aussi, de manière globale, dans lequel Triumph se distingue pas mal, c'est les séries spéciales. J'imagine que ça doit très bien marcher. Et puis au sein de la concession, c'est 0% des clients qui repartent avec une moto d'origine complète, quoi, stock. Ouais, les séries spéciales, alors là c'est vraiment, ils ont repris un train un peu plus élaboré parce que l'année dernière on avait les Gold Line, cette année on a les Chrome. Donc en fait ils font des séries spéciales, c'est aussi pour dynamiser la gamme, il ne faut pas se le cacher, ça reste du marketing aussi. Mais c'est vrai que c'est pas que mettre un sticker, c'est faire une peinture spéciale. Là la gamme Chrome pour le coup c'est vraiment du vrai Chrome. Et franchement là une Rocket Chrome ou une Truxton Chrome, franchement on voit la moitié, voire la totalité du réservoir qui est chromé. C'est un vrai miroir et je trouve que ça apporte, là pour le coup ça apporte quelque chose parce qu'on en vend vraiment pour le coup et je trouve ça intéressant d'avoir des
des vraies nouveautés, quoi, parce que ça fait que de spéculer aussi sur le marché de l'occasion. Des modèles qui sont en série limitée comme ça, je trouve qu'ils tiennent vachement mieux la côte que les versions de base qu'on retrouvera en 5, 15, 20 exemplaires sur le Bon Coin par exemple. Donc effectivement, il y a le côté marketing forcément, parce qu'il dynamise un petit peu, mais il y a aussi le côté collectionnite, parce que j'ai des clients qui sont un peu fashion victimes aussi. Ils achètent des motos quand ils ont le budget, bien sûr. Ils achètent ça comme s'ils achetaient une chemise ou autre. Donc en fait, ils achètent juste la moto pour la beauté de la moto et la série spéciale, quoi. Donc effectivement, là-dessus, ouais, je suis assez d'accord. Pour la deuxième question, c'était Au niveau de la personnalisation, j'imagine que quand on vient te chercher une Bonneville ou une Struxton, les personnes aiment bien la personnaliser, la customiser. Ouais. Donc ouais, c'est très rare qu'une personne achète une moto nue, donc la gamme classique, une Bonneville ou une Truxton, effectivement. Très peu de personnes, ou alors c'est une question de budget, encore une fois, voilà, s'ils veulent juste avoir le minimum, ils partent au moins avec un support d'antivol, et l'antivol qui va dans le bloc moteur parce qu'il se loge parfaitement dedans. C'est vraiment le minimum syndical avec lequel sur les gens partent avec ce type d'accessoire, en tout cas de la concession. Sinon, effectivement, ils partent avec plusieurs, je dirais même 1000 à 1500 euros minimum d'accessoires, en moyenne, 1500 euros d'accessoires sur la moto. Alors ça peut paraître une grosse somme d'argent, mais bon, un CC bar par exemple, il y en a déjà pour 400 euros, des sacoches latérales, il y en a pour 600 euros les deux, enfin voilà. Donc juste ça, déjà une petite paire de sacoches, un petit CC bar juste pour la rendre un peu routière, avec un petit saut devant ou un pare-brise devant, on est déjà au budget que j'annonce effectivement. Donc, non, c'est vrai que c'est très rare de partir avec des Bonneville qui sont strictement d'origine ou des classiques de toute façon en règle générale, parce que les kits de bridage pour les jeunes permis à deux aussi, ça reste un accessoire, donc c'est forcément accessoirisé. Donc oui, effectivement, c'est très peu de Bonneville ou modèles classiques en tout cas qui quittent la concession sans avoir au moins un accessoire dessus, quoi. Et au niveau des prépas aussi, j'imagine que les concessions Montlhéry et Coignard sont réputées pour leur préparation des modèles uniques. Est-ce que ça dope l'imagination des clients? Est-ce qu'ils viennent vous voir suite à la publication d'un nouveau modèle que vous aurez pu sortir, d'un nouvel exemplaire? Est-ce que ça suscite des envies ou est-ce qu'ils viennent carrément pour acheter le modèle que vous avez créé? Est-ce que c'est vraiment très bon commercialement? Alors, il y a deux choses. On en faisait plus il y a quelques années parce on avait le Café Racer Festival qui était à Montlhéry et tous les ans en fait on faisait une préparation pour justement accéder au thème de l'édition. On avait une clientèle, un client qui nous achetait aussi toutes ces versions-là, donc ça facilitait les choses, on n'avait pas de problème de budget, on pouvait vraiment se lâcher. Depuis que le Café Racer est en perte de vitesse depuis le Covid, effectivement, là on fait que de la personnalisation. Quand on a du temps libre aussi, parce que ça prend énormément de temps. Donc effectivement, ouais, là cette année on a fait Scrambler 1200 et Speed Twin 1200 en version avec une peinture spécialisée et les deux motos se sont vendues très rapidement parce que malgré que le prix de vente soit 3-4 000 euros plus cher que le prix de base, effectivement la personnalisation a fait qu'il y a des gens qui ont eu des coups de cœur dessus et finalement budget ou pas budget, finalement ça s'est vendu très facilement. Et effectivement nous on montre notre savoir-faire, là actuellement on a un Speed Triple 1200 RS derrière dans la concession qui est noir mat avec une peinture complètement noir mat plus une boucle arrière qui a été repeinte en époxy noir plus les repose-pieds. Donc voilà, la moto a été quand même travaillée, il y a une selle spéciale, enfin voilà, il y a plein de choses qui ont été faites, il y a un budget de 22 000 euros là-dessus, mais comme quoi oui, on sait le faire et à la demande des clients et des fois nous à titre perso on les fait pour montrer notre savoir-faire et effectivement des fois la plupart du temps ça déclenche des actes d'achat ou des demandes de personnalisation sur des motos d'origine en fait où les gens ne savaient pas que c'était potentiellement possible parce que généralement ils se cantonnent au configurateur Triumph donc ils savent qu'il y a 3 couleurs au catalogue, ils choisissent entre les 3 et des fois par dépit et puis des fois ils demandent pas donc on leur propose quand même est-ce que vous voulez personnaliser votre machine. On leur annonce des budgets quand même, forcément, pour une peinture perso, il faut compter au moins 500-600 euros pour avoir au moins un réservoir personnalisé, ça dépend des carénages et tout ça, mais bon, oui, c'est vrai que ça participe effectivement à vendre des motos personnalisées par la suite et ça fait de la pub gratuitement, parce que même si ça nous coûte de l'argent à nous, la moto elle va être vendue à la fin, ça fait des réseaux sociaux qui sont animés, Triomphe France les repartage aussi, c'est repris sur Instagram, c'est repris sur d'autres plateformes, donc forcément, ça crée de la pub. Et puis pour conclure, Triumph a d'ores et déjà dégainé 2 nouveautés pour l'année 2024, la Speed 400 et la Scrambler 400X. Est-ce que vous avez eu des retours déjà de clients qui seraient potentiellement intéressés par ces petites cylindrées? Alors on sait que Royal Enfield fait un petit carton avec son mono 350. Là on s'oriente sur du qualitatif un peu plus, il y a la patte Triumph qui est sensible. Est-ce que ça peut marcher d'après toi en concession? Est-ce que vous avez des personnes qui se sont déjà signalées?
Alors, on a déjà eu des demandes d'informations effectivement sur ces modèles-là, savoir les dates de sortie et tout ça, même des gens qui sont déplacés en concession, parce qu'on a toujours cet effet annonce et les gens se déplacent en concession pour voir le produit. Alors il y a toujours, malheureusement c'est la communication qui le veut, c'est que c'est pas parce que le produit est annoncé publiquement et qu'il y a des photos, des vidéos qui circulent que le produit est arrivé en concession. Donc effectivement il y a des gens qui se déplacent, il y a des gens qui nous ont demandé par téléphone et en concession aussi des informations supplémentaires. Pour moi, faut voir vraiment à l'usage quand je vais la tester cette moto aussi, mais il faut voir si le monocylindre vibre pas trop, voilà, qu'il y a un vrai usage final et que voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau look, franchement, elles ont de la gueule. Ça, on peut pas dire on peut dire ce qu'on veut. Elles ont vraiment l'ADN Triumph qui sont dedans. Malgré que ça soit un 400, ça permettra justement aux jeunes permis, ceux qui viennent d'avoir le permis A2 par exemple, d'accéder à ça. Donc avec un budget qui sera beaucoup moins élevé, je pense. Voilà, on sera, j'espère, au vu des estimations qui sont fournies actuellement par la marque, en tout cas on sera autour des 7 000 €, je l'espère en tout cas. Alors c'est selon moi, selon les dirigeants de chez Triumph en tout cas, c'est 7 000 € je pense, donc ça reste un budget qui est beaucoup moins important qu'une Trident, parce qu'une Trident aujourd'hui clé en main c'est 9 000 €, donc ça fait quand même 2 000 € de delta, ça reste un 660 contre une 400, donc voilà, c'est l'entrée de chez nous. Et je pense aussi que ça va conquérir aussi des gens qui ont besoin, qui ont une grosse moto, par exemple un Speed ou une Rocket, enfin des grosses motos du quotidien, avoir une moto justement plus quotidienne, encore plus quotidienne avec des plus petites consommations, des intervalles d'entretien plus longs aussi pour aller au boulot et des consommables qui coûtent moins cher forcément parce que des plus petits pneus, voilà, ça bouffe moins d'essence aussi. Donc il y a plein de facteurs qui me font dire que ça pourrait marcher effectivement, sachant que quand on voit KTM aussi qui est une 390 Juke depuis des années en monocylindre, ça va très bien, enfin je trouve que ça fonctionne plutôt bien, on en voit plutôt pas mal, puis ils l'ont fait aussi en version trail, donc voilà, nous on a un scrambler et une speed on va dire, donc ça reste un roadster moderne classique. Je pense que oui, ça peut marcher à mon avis, surtout que le prix s'il reste contenu, il y a moyen que ça soit intéressant et ça fasse une porte d'entrée chez Triumph et que ça fidélise des clients pour la suite. Parce que quand les gens ils achètent une Triumph, généralement ils goûtent à ça. Alors le monocylindre c'est une nouveauté, mais peut-être qu'ils goûteront au bicylindre par la suite, au 3 cylindres par la suite encore une fois quand ils auront le permis A potentiellement. Donc voilà. Donc je pense que c'est une porte d'entrée encore une fois, c'est la logique de la marque Triumph, je pense, de faire rentrer les gens dans cette voie-là, quoi, tout simplement. Ok, écoute, on te remercie vraiment chaleureusement. On te souhaite une bonne route et puis des bonnes ventes surtout. Ouais, merci beaucoup, c'est gentil, merci pour l'interview et puis au plaisir sur Passion Ride en tout cas.